va se faire par engagement volontaire. Le vieux, il est parti aussi par rapport à un devoir familial envers sa famille, son clan, sa tribu. Il avait, c'était l'inconnu. Déjà, à l'époque, pour aller à Nouméa, même jusqu'aux années 50, 60, aller à Nouméa, c'était un événement. Moi, je suis né, on avait encore les gens qui arrivaient, par exemple, à l'aérodrome, et ils faisaient encore la coutume. Hein, pour dire, ben voilà, on arrive de l'avion. Monter en avion, même jusque dans les années 70-80, c'était quelque chose d'exceptionnel. Imaginez ces vieux-là qui allaient d'abord prendre le bateau, ensuite prendre le train, pour aller dans un endroit. Déjà, nous, quand on fait 2 jours d'avion, on est fatigué. Et ces vieux-là, ben voilà, ils sortaient de la tribu et il fallait faire tout ce cheminement. Donc, il y avait quand même un certain traumatisme par rapport à un changement de leur condition de vie. Mais il faut aller honorer le grand frère qui avait aussi un devoir familial à l'intérieur de la tribu. Donc, je pense que si on interroge un peu toutes les familles de ceux qui ont laissé un peu des vieux partir, il y a des raisons différentes. Et toutes les raisons, à mon avis, se respectent. Simplement, c'est de comprendre comment on peut s'appuyer sur, on va dire, sur cet événement-là pour pouvoir bâtir l'avenir. Et là, il y a beaucoup de choses à retirer de cet événement, c'est-à-dire la Première Guerre et aussi de la Seconde Guerre. Je vais vous rappeler que les gens, ils auront le droit de voter à la Seconde Guerre seulement, enfin les Kanaks. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que même ces vieux qui sont partis, bon, il y a quelques-uns qui vont y avoir les droits dans les années 30, je pense. Oui, quelques-uns, mais peu. Mais peu, voilà. Ils Donc, n'ont pas voulu demander, certains n'ont pas voulu en 1924, et à partir de 1930, pour avoir la pension, etc., ils pouvaient être citoyens, puis ça ne les a pas intéressés. Voilà. Pour une raison précise, c'est que s'ils devenaient citoyens, ils risquaient de perdre leur statut dans la réserve et de perdre aussi leur terre. Voilà, à partir de 1945-46, c'était fini. Donc les jeunes, écoutez bien, ils sont partis combattre, ils n'avaient pas le statut de citoyen, ils ne pouvaient pas voter. Je vais vous regarder parce qu'en fait, les dernières élections, il n'y a pas beaucoup qui ont voté. Donc ça veut dire qu'on a acquis beaucoup de droits, mais bon, c'est vrai que nous, voilà, je vais revenir encore au soldat Kalepo, que lui, d'abord, c'est la organisation familiale, hein, et nous, c'est ce qu'on fait. Des fois, s'il y a 2 semaines de mariage, je préfère le mariage qu'aller voter. Mais on va dire que c'est des éléments importants dans notre histoire pour vous permettre d'éclairer notre avenir. Il y a une question qu'on peut se poser aussi par rapport à cet engagement du soldat Kalepo, c'est « je me bats pourquoi ?» Il s'est battu pourquoi? Et nous aujourd'hui, les jeunes, on se bat pourquoi? On se bat pour qui? Voilà, c'est plein de questions. Je vais terminer tout à l'heure ma conclusion sur ça. À ce moment-là, le Kanak, il se battait pourquoi? Donc il y avait la France, mais c'est vrai que la France, aux îles, elle était peu présente. Donc il y avait peut-être un administrateur, mais c'était surtout les missions religieuses qui étaient présentes et qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et l'organisation sociale des tribus aujourd'hui, on va dire Maré, Lifou, Tiga et OVA, c'est beaucoup encore la mission. La mission qui est beaucoup présente, religieuse, on va dire catholique et protestante, notamment, j'ai oublié l'île des Pins, mais aussi la coutume. Et c'est des choses qui sont, on va dire que quand la provincialisation, par exemple, elle est arrivée, quand la province elle est arrivée, la province elle est arrivée pour continuer un travail, mais en fait il y a déjà des fondements qui sont là, et qui sont toujours rappelés dans les cérémonies de deuil, de mariage, etc. Pardon. Donc c'est toujours la question qu'il faut qu'on se pose, je me bats pourquoi? Et ça, je veux continuer à vous poser cette question, et moi aussi, je me bats pourquoi? Quand je me lève, je vais à l'école, quand je vais faire mes études, en fait, on va faire nos études pourquoi? C'est toujours ça qu'il faut, c'est toujours cette question-là qu'il faut se poser. J'imagine aussi, Madame Boyer, bon, ils vont faire la guerre, mais quand ils sont partis aussi faire la guerre, mais ils avaient des permissions. Alors, d'après certains textes, je pense qu'ils étaient moins permis que d'autres de sortir, c'est-à-dire qu'on permettait d'abord aux Calédoniens citoyens de sortir plus souvent en perme que les citoyens indigènes, mais quand ils allaient là-bas, ils avaient des permissions, et quand ils allaient en permission, ils allaient voir autre chose. Ils allaient dans des villes, ils voyaient des grands trains, ils voyaient des lumières, ils voyaient Paris, ils voyaient... voilà, donc c'est des éléments importants de vie quotidienne qu'ils ont ramenés quand ils sont revenus. C'est des choses aussi qui sont toujours contemporaines. Quand on sort d'ici,
quand on sort de l'île, quand on sort de la tribu, on est obligé de voir autre chose. On va pas rester, j'imagine qu'on ne reste pas calfeutré dans notre chambre tout le temps. Et donc quand on sort, on voit autre chose. Et ces gens-là, ils sont revenus aussi avec des choses qu'ils ont ramenées de métropole. Et il y a un élément important aussi qui est à rappeler, c'est que les soldats indigènes, ils ont vu aussi des blancs pauvres. Hein, si je ne me trompe pas, ça c'est important parce que ici, au début de l'administration, les blancs, c'était les riches qui voyaient chez eux, notamment à Nouméa et surtout dans les îles. Arrivé comme ça en France, il y avait beaucoup de misère aussi à cette époque. Et ça, c'était aussi dans les mentalités quelque chose de nouveau. Je vais terminer cette deuxième partie sur les traumatismes vécus par les Kanaks. Tous ces chamboulements, tous ces changements, ils ont dû les affronter avec ils n'avaient pas droit à l'école, les vieux. Donc, quand ils sont partis avec rien du tout, mais ils sont partis avec un élément important, c'est leur culture. Et donc, ils ont dû partager, je pense qu'ils ont dû partager plein de choses avec les Calédoniens, parce qu'un vieux petit gars qui partait, il ne voyait pas beaucoup un Calédonien de Nouméa. Et donc là-bas, ils ont dû partager plein de choses, ils ont dû découvrir leur pays même sur place. Ça, c'est un élément important. Et aussi, ils ont dû partager aussi leur culture avec d'autres. Et je continue ce point essentiel, puisque ça va être ma conclusion. Le troisième point, donc, je disais qu'il y avait un traumatisme général, c'est tous ceux qui vont à la guerre. Et un jour, s'il y a une guerre, il y aura un traumatisme général. Hein, la bombe, elle ne va pas choisir d'atterrir sur un Kanak ou sur un citoyen. Quand il y a une guerre, normalement il y a deux camps. Le troisième point, ils ont quand même vu autre chose. L'ouverture au monde. Ils ont découvert la misère, je le disais, une sorte de modernité. Au niveau des permissions, ils ont découvert les grandes villes, de nouveaux moyens de transport. On peut dire que, après vous me corrigez aussi les profs qui sont là et puis qui connaissent un peu mieux que moi je pense, mais on peut dire que c'est à cette époque que le Kanak découvre, on va dire, le monde des Blancs à une plus grande échelle. Hein, à une plus grande échelle. Donc c'est, à l'époque, on voyait un peu les Blancs, les colons sur Nouméa et la Grande Terre, mais là, c'est à une plus grande échelle. Et c'est à partir de ce moment-là, à mon avis, que les choses vont commencer à remuer dans les mentalités. Et quand ces Kanaks-là vont revenir, malheureusement le PP n'est pas revenu, de nouvelles mentalités vont intégrer un peu les tribus. Je parle d'un exemple tout simple. Beaucoup de surnoms qui sont donnés aux tribus par rapport à des choses qu'ils ont vues en France. Alors, à l'IFO, je prends un exemple tout bête, par exemple, la tribu de Kéden, l'Adjan, donc Londres. Et comme ça, dans toutes les tribus, on a donné comme ça de nouveaux noms de la toponymie, de la culture. Il y a de nouveaux éléments qui sont rentrés. Quand les vieux ont accepté l'évangile, je dis ça parce que c'est important, ils ont su faire la différence, ils ont su dire ça c'est bon pour nous, ça c'est pas bon. À mon avis, ces vieux-là qui ont été combattre, ils ont su aussi dire à un moment donné, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce qu'ils connaissaient leur culture. Parce qu'ils connaissaient leur culture et puisqu'ils savaient qu'il y a des éléments qui sont importants et qui peuvent, on va dire, rassembler ou les aider dans ce qu'ils font. Hein, je pense aux Tangiens qui sont arrivés au XVIIe siècle, qui ont ramené par exemple de nouveaux hameçons. Les chefferies ont dit, oh là là, les Tangiens là, on va les garder. Puisque non seulement ils arrivent à garder, ils ont gardé justement ces grandes pirogues hauturières où ils pouvaient naviguer en haute mer, mais aussi ils ont de nouveaux hameçons, ils ont de nouveaux éléments. Voilà. Pendant toutes les périodes importantes de notre histoire, à un moment donné, quand il y a eu un échange avec l'extérieur, on a su faire la part des choses et puis se dire, ça c'est bon peut-être pour nous, ça c'est peut-être pas bon. Voilà, je dis ça parce que maintenant, est-ce que nous, par exemple, quand on se bat pour quelque chose, quand on va à l'école, est-ce qu'on arrive à dire, ça c'est peut-être bon pour nous, ça c'est peut-être pas bon pour nous? Est-ce qu'on arrive à se questionner sur ces éléments extérieurs qui arrivent? Parce que la pression, elle est forte. La pression de l'extérieur, elle est forte. Et c'est toujours bon de s'ouvrir à l'extérieur, mais c'est toujours bon d'avoir la base de comment on est organisé, de qu'est-ce qui est important pour pouvoir ensuite échanger avec l'extérieur. Et ça, je vais terminer par ça parce qu'on m'a donné 20 minutes.
Mais voilà, il me reste 4 minutes. Je vais terminer par ça. Le traumatisme, il était évident. Ça, je pense que le traumatisme, il est évident. Double peine. On est sous un régime colonial, notamment pour la Grande Terre, hein, pour les gens qui ont été déplacés justement de la côte ouest vers la côte est. Mais pour les gens des îles, voilà, double peine parce que tu es dans une île et il faut aller très très loin pour combattre pour un idéal que, je ne sais pas s'il y avait justement un idéal. Il y avait des papas tout à l'heure qui disaient oui, on combat pour la France. Il y en avait aussi qui avaient cet idéal-là et qui se disaient qu'il fallait combattre pour la France. Mais il y en avait aussi qui partaient par exemple par obligation familiale parce que je dois obéir à mon grand frère dans la coutume. Il faut que j'obéisse à mon grand frère. Regardez les enfants, nos parents ils disent qu'il faut bien faire l'école. Est-ce que vous allez faire l'école parce que vous connaissez votre filière ou est-ce que vous allez bien faire l'école parce que c'est papa et maman qui a dit qu'il faut bien faire l'école? Voilà. Il y a trois jeunes qui m'ont répondu, c'est les parents qui ont dit. Il y a des parents, il y a une génération de parents qui disent il faut bien faire l'école, il faut aller jusqu'à l'université. Mais il y a une grosse génération de parents qui n'ont jamais été à l'université. Donc ils vont vous dire il faut bien faire l'école, et puis après, voilà, on se débrouille. Maintenant, vous êtes une génération de futurs parents qui allez dire à vos enfants il faut bien faire l'école, mais quand vous allez leur enseigner l'histoire géo, les mathématiques, etc., ben, il ne faut pas les laisser comme ça à l'abandon pour dire fais tes devoirs, et puis tu as intérêt de faire tes devoirs, parce que tout à l'heure je vais t'astiquer. Non, il faut être avec eux pour faire les devoirs, parce que vous avez pu aussi, à un moment donné, ben voilà, vivre ces choses-là. Soldats Calépo et les autres vieux, ils n'ont pas vécu toutes ces choses-là, ils se sont basés, ils ont pris leurs armes, c'est-à-dire leur culture, pour pouvoir aller affronter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Jusqu'aux années 70, les parents ici qui sont nés dans les années 50, 60, je parle toujours des parents kanaks, hein, parce que comme on parle de un contexte particulier. Bon, ben la plupart, les parents ici, si vous me contredisez, mais vous avez pu, on va dire, aller jusqu'au bac pour les autres. Et puis il y a une génération de parents qui ont été moniteurs, etc., dans mes parents, par exemple, et qui ont pu nous aider. Mais voilà, jusqu'à un certain moment, ils ne peuvent plus nous aider plus loin. C'est le défi pour nous, les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, il faut connaître notre culture. Et je pense que la plupart du temps, les jeunes qui sont un peu perdus, c'est que non seulement ils ne connaissent pas leur culture, mais aussi, voilà, ils n'ont personne derrière pour les aider. Donc c'est un travail, mais j'ai vu encore des écrits dans les journaux la semaine dernière avec des milliards qu'on met maintenant, et notamment la province sud, pour régler ce problème de la jeunesse. Prenez l'exemple de ces 300 ou ces 400 qui sont partis. Bon, ils ont su faire face, puisqu'ils avaient une base qui était importante, qui est leur connaissance à eux, qui est leur culture. Si on n'a plus cette connaissance-là, on ne pourra plus la partager, et puis on sera entre deux mondes. Être entre deux mondes, ben, c'est de ne pas savoir où on est, et puis là, ça commence à devenir dangereux. Et pour terminer, par rapport aux vieux qui sont partis à l'armée, vous savez, tous les grands frères là, qui n'ont jamais réussi à l'école, ben, vous savez, ils ont, à chaque fois, on dit dans les tribus, t'as pas réussi à l'école, va à l'armée. On va passer ton permis, poids lourd, permis A, etc. Il y a une grande génération comme ça de jeunes qui ont été sauvés. L'armée, à un moment donné, pour nous, et ça, il ne faut pas le nier, ça a été aussi un facteur où, ben voilà, si on va essayer de réussir un peu dans le monde occidental, on peut envoyer les gens à l'armée. Et madame, vous voyez, elle a dit tout à l'heure, nos vieux, ils ont fait aussi des petites formations dans l'armée, quand ils étaient là-bas, pardon. Donc je vais terminer par ça. La conclusion, c'est le traumatisme, c'est évident. La jeunesse, par rapport à sa citoyenneté. Et le débat de la citoyenneté, il est toujours actuel. Hein, qui est citoyen, qui n'est pas citoyen, etc. Moi, je pense que se servir de ces sacrifices, de ces vieux-là, c'est important. Pour se dire que maintenant, nous avons les moyens de décider. Vous avez 18 ans, vous pouvez aussi voter. Donc, essayons aussi, nous les jeunes d'aujourd'hui, de nous renseigner. Nous renseigner sur les partis politiques, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et de décider aussi d'aller voter. C'est important, l'année prochaine, on arrive à la fin de l'accord de Nouméa. Ma dernière phrase, c'est bizarre que à cette époque, il y avait la lèpre, il y avait des maladies, etc. Les gens, les vieux, bon, je ne pense pas qu'on pourrait parler de délinquance. Il y avait quand même le début aussi de l'alcoolisme, etc. à Nouméa. Mais maintenant, on a vécu 30 années où il y a eu de l'argent dans le pays. Pourquoi la jeunesse elle est dans cet état? Voilà. Pourquoi on se bat?
pour qui on se bat, la réflexion elle est importante. Merci, Oletti. Avec la France. Et si on prend le monde protestant, qui, il est vrai, est un peu particulier puisqu'il est sans véritable hiérarchie en tant que tel, il n'y a pas une papauté, un évêque, un archevêque, etc. Donc on sait que dans les lettres, par exemple, de Apollinaire, eh bien, qui est nata et qui écrit régulièrement à Lénart, eh bien, il y a une chose qui est assez intéressante et il raconte qu'arrivé au camp de Boulouris, il va, parce qu'il est nata, faire le culte pour les Malgaches qui sont là, qui sont aussi pas mal protestants, et pour les Kanaks qui sont avec lui. Et il explique que les protestants du coin se sont joints au culte, ont participé à ce culte, et il y a une phrase qui est assez savoureuse, et il dit d'ailleurs, les femmes et les demoiselles de ces protestants locaux, donc blancs, ont préparé, alors je crois que c'est 300 gâteaux, si mes souvenirs sont exacts, enfin une palanquée de gâteaux, 20 litres de sirop, et elles nous ont servi, donc tu imagines la situation, ces hommes, Kanaks, qui sont servis par des dames, des femmes et des jeunes filles de la bonne société protestante locale, pour un goûter, et il dit, nous étions tous heureux, en étant les enfants du peuple de Dieu. Donc là, on se rend compte qu'à la fois, effectivement, ils sont cramponnés à leur culture et c'est ça qui leur donne l'ossature, mais qu'en même temps, ils découvrent, parce que je pense que même s'ils connaissaient Madame Lénart, ils avaient été rarement servis par une troupe de jolies jeunes femmes et de dames blanches pour un goûter. Tu imagines bien que ça crée des chocs dans la pensée, mais en même temps, on est frères à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on n'est pas égal, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes droits, qu'il va falloir encore un certain temps pour qu'on n'ait pas les mêmes droits, mais à cet instant-là, et autour, alors pour les protestants de la Bible, du livre, de Dieu, de ce qu'on veut, on est frères. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les familles protestantes françaises, c'est l'écho qu'on a